Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un entretien avec Francis Hubert Obam dans le cadre du référendum organisé le 16 novembre au Gabon. Nous reviendrons plus en détail après. Monsieur Obam, donc vous êtes président du Parti souverainiste écologiste. Pour recontextualiser, nous sommes un peu plus d'un an, 14 mois après le coup d'État du 30 août 2023 qui a mis fin au règne des Bongo, Omar et Ali. Et depuis, donc, ce sont les autorités dites de transition qui sont au pouvoir, dirigées par Brice Clotaire Oligui Nguema. Et les autorités donc ont organisé un référendum le 16 novembre, qui soumet donc aux Gabonaises et aux Gabonais un projet de nouvelle constitution. Alors, avant d'entamer avec vous davantage de discussions autour de ce projet constitutionnel, peut-être pouvez-vous, pour les auditeurs non avertis, présenter le Parti souverainiste écologiste et également la Coalition pour la Nouvelle République, dont est membre le parti que vous dirigez. Bien, merci. Le Souverainiste Parti écologiste est né en 2016, en mars 2016. Mais en réalité, ceux qui l'ont formé sont issus du gouvernement alternatif d'André Mbobam en 2010. Candidat qui avait gagné l'élection de 2009, mais n'a pas pu accéder au pouvoir par le fait des institutions en charge des élections et la répression militaire. Donc, nous étions tous membres de l'Union nationale et à un moment donné, l'Union nationale ne semblait pas avoir la même stratégie politique que la vision que nous avions. Et nous nous sommes détachés pour former ce groupe qui réclamait à la fois la démocratie dans le pays, à la fois la démocratie au sein du parti. Et c'est nous qui avons, en 2014, préparé la sortie de Jean Ping du parti du PDG, du Parti démocratique gabonais, parti au pouvoir. Et de là, nous avons fait le chemin avec lui, qui a amené la victoire de 2016, accompagné évidemment d'autres personnalités, d'autres associations et d'autres partis. Et ensuite, nous avons la CNR. La CNR, c'est la Coalition pour la Nouvelle République, mais la CNR à laquelle j'appartiens aujourd'hui, c'est 5 partis légalement constitués: le Parti souverainiste écologiste, le Parti gabonais du progrès, le CDJ et le CTMP, qui était autour de Jean Ping et qui avait une existence légale qui pouvait, conformément à la loi sur les partis politiques au Gabon, former une coalition, laissant donc de côté les personnalités et associations qui accompagnaient la coalition sous l'ancienne forme autour de Jean Ping. Voilà un peu qui nous sommes. Et aujourd'hui, la CNR est présidée par le président Moulingui, président de l'URDP. Merci pour toutes ces précisions. Donc, avant vraiment de rentrer dans l'analyse du projet de nouvelle constitution, peut-être parler du CTRI, qui sont les autorités de transition, le comité pour la transition et la restauration des institutions, si je ne m'abuse, et surtout érigé son leader par Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous parler donc après un peu plus d'un an d'exercice de ces autorités de transition, de leur bilan global. Alors, le bilan, s'il faut parler d'un bilan, c'est par rapport aux objectifs qu'ils se sont fixés. Le plus important étant la restauration des institutions. Je dois d'abord dire que le coup d'État du 30 août 2023 a évidemment soulagé les Gabonais d'un régime totalement inique. Et il faut avoir vraiment ça à l'esprit pour comprendre ce qui pourrait arriver à l'avenir. Les Gabonais se sont sentis soulagés du départ de l'équipe d'Ali Bongo et
ils ont évidemment, par conséquent, salué l'arrivée des militaires du CTRI. Mais ce qui dominait, c'était le fait d'être soulagé d'une dictature. Alors, cela a ouvert beaucoup d'espoir. Cela a ouvert une promesse d'un monde plus juste, meilleur. Mais très vite, on a constaté que le CTRI, dont on ne connaît pas tout à fait la composition, je dirais que c'est une certaine nébuleuse. La charte de la transition parle du CTRI, mais on ne connaît pas son organisation, son fonctionnement, ni même tous ses membres. C'est quand même un organe qui dirige un peu tout dans le pays. Le plus connu, c'est celui qui a sa tête, président du CTRI et président et chef de l'État. Je crois que là, c'est aussi un problème important. Les Gabonais se posent des questions parce que cette nébuleuse engage quand même des fonds publics. Vous voyez partout, vous passez des marchés publics CTRI, le gouvernement n'existe plus. Ça pose question. Et ensuite, je dirais que le CTRI devait s'attaquer à la restauration des institutions. Ils ont mis en place comment on appelle, le dialogue national inclusif. Ce dialogue a été moins bien organisé que la conférence nationale de 1990. Je veux dire moins bien organisé parce que moins démocratique. En 90, les gens allaient s'inscrire d'eux-mêmes pour participer à ce grand débat national. Donc, il y avait la liberté d'inscription et il y avait la liberté de parole. Là, le dialogue national, soi-disant inclusif, le président Oligui et son gouvernement ont choisi qui sont les participants. Donc, les gens n'allaient pas. De même, les thématiques étaient arrêtées d'avance et il ne fallait pas sortir des clous pendant les débats. Et nous apprenions par la suite que il y a des participants qui contestent les rapports, qui ne se reconnaissent pas dans les rapports faits par le ministère en charge de ce dialogue-là. Donc, en conclusion, ce dialogue était très peu démocratique. Un dialogue encadré de bout en bout, pour ne pas dire un monologue du CTRI. Vous savez, le ventriloque utilise des techniques pour donner, faire l'illusion que c'est quelqu'un d'autre qui parle alors que c'est lui-même. Donc, on est un peu dans cette posture-là. Ensuite, il y a l'Assemblée constituante, il y a le comité constitutionnel nommé toujours par le même Oligui, qui a choisi selon des critères qui lui sont propres les commissaires à cette tâche. Ensuite, vous avez les parlementaires, sénateurs et députés qui ont été choisis toujours par le président du CTRI. C'est vous dire que nous sommes dans un mouvement totalement à sens unique. C'est le président qui nomme, c'est le président qui décide, qui vous donne les éléments de langage et les objectifs qui sont fixés d'avance. Donc, à partir de ce moment, j'ai mon premier avis sur la restauration des institutions, qui est la charge majeure du CTRI. On était déjà mal parti par la manière de procéder qui relève plutôt de la dictature que de l'envie d'entendre les gens et de prendre vraiment en compte ce qu'ils veulent. Ensuite, les parlementaires ont examiné pour faire des recommandations et ont fait 801 amendements. Je suis incapable de vous dire
sur quoi porter ces amendements, parce que le texte d'entrée et le texte de sortie, nous ne l'avons pas non plus. Donc, il n'y a même pas de communication publique pour que les citoyens puissent s'imprégner de ce qui se passe. Donc, voilà un peu, grosso modo, sur la méthode. Sur la méthode, à notre avis, c'est un échec. La méthode n'est pas bonne et il est curieux que des années après 1990, on en soit là à faire moins bien que ce que le président Omar Bongo a fait en 90 quand il était en difficulté face au peuple gabonais. Tout ce que vous venez de mentionner n'augure rien de bon et déjà de fort mauvais signaux. Alors, abordons le projet constitutionnel. La campagne pour le référendum du 16 novembre commence ce jour. Nous sommes le 7. Et après ce que vous venez d'énoncer, le projet constitutionnel en lui-même n'est pas vraiment un bon signal. Enfin, c'est qu'à vu de l'extérieur, car il prévoit un régime présidentiel fort et sans vraiment contre-pouvoir parlementaire. Donc, et ça n'augure rien de bon avec surtout les précédents Bongo de Omar et Ali au Gabon, mais ailleurs en Afrique et ailleurs dans le monde. Donc, quelle est déjà votre analyse et lecture de ce projet constitutionnel et de ce projet surtout de régime présidentiel fort avec les dérives que l'on peut craindre dans la pratique? Alors, je voudrais d'abord dire que fallait-il réviser la Constitution? Fallait-il changer de Constitution? Parce qu'il ne s'agit pas d'une révision, mais d'un changement de Constitution. Fallait-il en arriver à ça? Est-ce la Constitution qui a péché? Avions-nous une mauvaise Constitution? Et la Constitution est-elle à l'origine de tous les dérapages que nous avons vus dans le pays? Si on dit oui, si on répond par l'affirmative à cette question, alors ils ont raison de vouloir changer la Constitution. Mais si l'on dit non, et c'est notre avis, alors la Constitution de 1990, avec quelques révisions, suffisait à répondre à l'exigence de toilettage. Ceci dit, je dirais en deuxième point que la Constitution avec un exécutif monocéphale très fort ressemble comme une jumelle à la Constitution de 1961 et aux constitutions africaines des débuts de l'indépendance, exécutif monocéphale fort avec un parlement rabaissé. Et ça nous a amené à quoi? Ça nous a amené au parti unique et aux différentes dictatures qu'on a déplorées qui ont amené après, dans les années 70, à la deuxième série des coups d'État sur le continent. Donc, cette constitution est marquée par un exécutif monocéphale fort, exécutif bicéphale avec la prédominance du président de la République dans la constitution de 1991, avait déjà posé beaucoup de problèmes. Le président était incontrôlable et n'avait aucune responsabilité politique. Mais au moins, on avait le Premier ministre qui était responsable politiquement devant les parlementaires et les parlementaires avaient un levier pour permettre un certain équilibre des pouvoirs. Or, cette constitution proposée par le Oligui Nguema, c'est pratiquement celle d'un monarque républicain républicain, bon, j'abuse un peu des termes, j'ai presque envie de dire d'un dictateur, parce que le Premier ministre, pendant 7 ans, n'a aucune responsabilité politique alors qu'il est le seul chef de l'exécutif. L'exécutif n'a donc aucune responsabilité politique alors qu'elle a la gestion dans l'exécution des politiques publiques au niveau de l'État. C'est insensé. Et par contre, les parlementaires, il a la possibilité de dissoudre
l'Assemblée nationale. Bon, ils disent une fois, mais c'est une fois de trop. Donc, il a une espèce d'épée de Damoclès qui pèse sur les parlementaires. Et ça, nous jugeons que ce n'est pas correct. Ça fait du président un roi qui, en plus, est président du Conseil supérieur de la magistrature et gère par ce biais la carrière des magistrats. Donc, nous disons que ce soit séparation souple ou rigide, là, dans l'hypothèse gabonaise, il n'y a pas de séparation des pouvoirs et quel que soit celui qui aura le pouvoir, il aura tendance à abuser d'un pouvoir qui est sans contrôle. Donc, cette constitution-là est inacceptable de ce premier point de vue. Ensuite, nous avons un Parlement évidemment rabaissé qui n'a plus de levier pour, à part les commissions d'enquête, on sait ce que c'est, ça ne va pas très très loin. Et ensuite, vous avez aussi ces militaires qui, curieusement, mettent au niveau de la Constitution de la République une disposition leur offrant l'immunité pour ce qu'ils auraient fait. On nous a dit que les coups d'État étaient sans effusion de sang. Alors on s'interroge pourquoi cette disposition qui offre l'immunité à ceux qui ont fait le coup d'État, bon, même s'ils ont essayé de limiter ça dans le temps entre la prise de pouvoir et la prestation de serment de Ngoma, ça interroge. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette période pour qu'ils demandent l'immunité? Il faut savoir que certains de ces acteurs-là ont été aussi des acteurs du massacre de 2016. Et nous avions demandé une commission vérité, justice et réconciliation, justement pour permettre que non seulement les familles fassent le deuil de ce qui a pu se passer en 2009 et 2016, et que les coupables puissent s'alléger de leur fardeau criminels, et ensuite permettre à l'ensemble des Gabonais de se réconcilier, aller sur des nouvelles bases. Mais le pouvoir CTRI, le pouvoir militaire, qui a été le chien de garde du régime Bongo PDG, refuse absolument ce moment de vérité. Et je crois que ça va poser des problèmes à l'avenir parce que nous rentrons dans une forme d'impunité qui va poser problème. Et eux-mêmes ne se rendent pas compte. Et je pense que les amis du Gabon, l'Union africaine, la CEMAC devraient s'interroger sur cette disposition, sur l'immunité des militaires. C'est vraiment donner la possibilité à beaucoup d'autres militaires d'imiter et de prendre d'autres voies que les voies démocratiques pour arriver au pouvoir. Ah oui, ça peut faire jurisprudence. Voilà, tout à fait. Alors, vous avez clairement mis en avant ces risques, hélas, très forts avec un régime présidentiel très fort, donc d'une dérive autoritaire, voire dictatoriale. Donc, à ce cadre-là, s'ajoutent en plus les conditions avec, et je pense évidemment à la question de la nationalité gabonaise, question de nationalité qui rappelle en Afrique ou ailleurs souvent de fort mauvais souvenirs. Pouvez-vous nous en dire davantage sur cette question qui fait également polémique, hein? Oui, ils ont un peu reculé dessus. C'est le seul point sur lequel ils ont reculé. Pour revenir sur le code de la nationalité gabonaise, qui dit est gabonais d'origine, celui qui a son père ou sa mère gabonaise. Donc, ils sont revenus dessus parce que de l'extérieur comme à l'intérieur, cette disposition était contestée, mais il y a d'autres dispositions qui sont contestables. Ils imposent que le candidat à la présidence est son conjoint de nationalité gabonaise, qui est des parents eux-mêmes gabonais. Et tout ça, c'est pour répondre à une situation factuelle que eux-mêmes ont laissé prospérer à travers Madame Sylvia Bongo, qui n'avait aucun rôle constitutionnel parce que la première dame
Oui, c'est une appellation totalement protocolaire et je dirais même de politesse, mais elle n'a aucun rôle dans la structure de l'État. Et pourtant, euh, que ce soit la hiérarchie militaire ou les personnalités politiques, y compris les membres du gouvernement, se laissaient convoquer par cette dame et suivaient les ordres de cette dame, exécutaient les ordres de cette dame. Et de 2018 au coup d'État, puisque Ali Bongo, sortant pour les besoins de la campagne, a publiquement dit qu'il n'était pas là pendant 5 ans. Pendant 5 ans, qui donc a gouverné le Gabon? Voilà des réponses qu'on aurait dû avoir au dialogue national. Changer la Constitution, c'est bien, mais si les hommes décident de ne pas l'appliquer comme ils l'ont fait auparavant, mais ma foi, les choses, on n'avance pas du tout, les choses continueront comme avant parce que l'impunité est au cœur du désordre qui prévaut dans notre pays. Alors, Monsieur Obama, après ce qu'on vient de nous présenter, une fois de plus, j'insiste, les risques forts que vous soulignez de dérive autoritaire, voire davantage, c'est comme là, la campagne commence ce jour, donc pendant une semaine, enfin jusqu'au référendum du 16 novembre. Comment vous, de votre côté, enfin le Parti souverainiste écologiste et le CNR, organisez-vous la campagne? D'après ce que vous dites, on imagine que vous appelez à voter. Si vous appelez à voter, vous appelez à voter non. Donc la campagne, votre position et surtout quel est le calendrier post 16 novembre, le calendrier politique. Alors, on continuera à se battre à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, parce qu'on peut s'interroger, j'ai oublié de le dire précédemment, est-ce que un pouvoir militaire issu du coup d'État a le droit de faire un référendum constitutionnel, changer la Constitution? Parce que, bon, j'entends prendre l'exemple du général de Gaulle, mais le général de Gaulle a eu les pleins pouvoirs d'une assemblée qui avait été élue. Donc, il était tout à fait légitime, d'accord ou pas d'accord avec lui, il était légitime par le pouvoir reçu d'une assemblée légitime. C'est pas le cas, ils ont fait un coup d'État. Et pire encore, au niveau du processus électoral, la commission nationale des élections, en charge des élections, comprenait à la fois les partis politiques et les fonctionnaires de cet organe, des partis politiques de la majorité et de l'opposition. Ça permettait quand même d'avoir un certain regard sur le processus électoral. On est revenu au ministère de l'Intérieur qui prend la totalité des élections avec son caractère vraiment partisan, comme vous pouvez le deviner dans nos pays. Donc, nous, évidemment, nous appelons au non. Nous ne pouvons pas accepter qu'on change la Constitution de cette manière. C'est une question d'abord de principe. Et ensuite, au niveau du contenu, il y a vraiment des choses inacceptables. J'allais même oublier un de mes dadas. Ils disent désormais que la République gabonaise est décentralisée. Et c'est une mesure qui serait intangible. Alors, on a beau leur expliquer qu'on ne décentralise pas dans un État faible. Quand l'État est faible et que vous décentralisez, vous risquez d'avoir des entités là où il y a de la richesse, décentralisées beaucoup plus fortes que l'État central, et c'est la déliquescence de l'État et du pays. Donc, nous n'avons même pas sur le plan humain tous les hommes qu'il faut pour animer ces entités décentralisées. Donc, on est complètement dans des délires, parfois d'intellectuels en mal de montrer leur capacité de réflexion, mais qui reste totalement théorique et déconnecté de la réalité. Alors, oui, nous disons non. Nous avons un réseau de partisans dans les provinces. Nous passons le mot d'ordre à nos partisans. Nous allons utiliser évidemment les réseaux sociaux. Si on nous invite
au niveau des organes publics, nous irons défendre nos positions, mais j'avoue que la plupart des partisans du non sont gênés au niveau des moyens qui sont comme du temps du PDG, qui revient d'ailleurs, parce que tout autour du président Oligui Nguema, qui a chassé Ali Bongo et son PDG, on retrouve les mêmes PDGistes. Bon, je veux bien croire que c'est la famille Bongo qui a un problème, mais nous, notre combat, c'est pas un combat contre la famille Bongo. Hier, nous étions contre Ali Bongo parce que nous n'étions pas en phase sur les valeurs et principes à défendre et sur sa gouvernance. Si nous constatons les mêmes choses aujourd'hui, nous avons le devoir de dire que ça ne correspond pas aux valeurs et principes républicains et nous sommes contre. Et c'est ce que nous faisons. Ce n'est pas un combat de personne, mais c'est un combat de vision, un combat d'idées, un combat de principes et de valeurs. Monsieur Obama, nous suivrons avec attention le scrutin et les résultats et surtout la suite. Peut-être quelques mots sur l'après 16 novembre. Quel sera le calendrier? Si on peut imaginer que le oui va l'emporter, car on peut être sceptique sur la transparence du scrutin, mais voilà, bon, le schéma que nous entrevoyons, le oui, s'il emporte de manière faible, oui, c'est le oui, le pays est divisé. Il faudra le réconcilier. Ça, c'est la responsabilité de celui qui aura les manettes du pouvoir. Si le non l'emporte, ce n'est pas qu'une épopée d'école. On sait qu'ils auront tendance à tricher parce qu'ils ont mis le dispositif pour ça, on le voit bien, par les gens qu'ils ont choisis pour gérer cette élection. Si le non l'emporte, évidemment, les militaires devront tirer les conséquences de ce non-là et discuter avec ceux qui ont dit non, comprendre et corriger, parce qu'ils sont là jusqu'à la fin du processus. Le président Oligui, qui n'est pas le général de Gaulle, n'a pas dit qu'il allait se retirer si le non l'emportait. Donc, il n'est pas obligé de se retirer, mais évidemment, le non permettrait de corriger les choses et ôterait un peu l'arrogance qu'on peut avoir quand on est au pouvoir pour remettre les pieds sur terre et prendre en compte ceux qui disent des choses pour le bien finalement de notre pays. Et après, nous avons l'élection présidentielle et législative. Là aussi, nous avons beaucoup de questions. Le président Oligui Nguema était ministre de la Défense et de l'Intérieur dans la première partie de la transition jusqu'à la première révision de la charte. Donc, il a fait partie du gouvernement. Et ceux qui ont été membres du gouvernement n'ont pas le droit de se présenter à l'élection. Même s'il a révisé, il aura été membre du gouvernement. Donc, il tombe dans le cas de figure des personnalités qui ne devraient pas se présenter. Visiblement, j'anticipe, je spécule, il a l'intention de continuer. Nous avons des dispositions de traités africains au niveau de l'Union africaine qui disposent que ceux qui ont fait des coups d'État ne peuvent pas se porter candidats après avoir géré la transition. On va se battre aussi nous nous battrons sur ce terrain-là. Et enfin, nous allons mener la bataille de la loi électorale. Une loi électorale qui favorise ceux qui ont les manettes du pouvoir. Et ça, c'est une grande bataille pour la transparence de l'élection présidentielle. Et on continuera, bien sûr, toutes les dispositions un peu uniques. Bon, c'est vrai que si la Constitution est adoptée, il sera difficile
de réviser ces dispositions, mais nous battrons pour la présidence de trouver un bon candidat dans l'opposition pour la présidence de la République. Monsieur Obama, bien, d'abord un grand merci pour cet entretien. On suivra, comme j'ai déjà dit précédemment, évidemment, avec attention, et le référendum du 16 novembre, ses résultats, son déroulement, sa transparence, entre guillemets, et puis l'après. Et je pense qu'on aura donc l'occasion d'échanger à nouveau sur les résultats du référendum et la suite. Un grand merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.